Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Nice. On est très content de vous accueillir comme chaque semaine, d'autant plus que si on a choisi de faire l'impasse sur un match catastrophique, c'est d'un match très positif dont nous allons parler avec ce match nul tenu de haute haleine face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes hier soir 0-0, mais pas inintéressant pour autant dans le contenu. On va bien sûr en débattre avec mes acolytes du jour. Il y a Brice déjà, salut Brice, comment ça va ? Bah écoute, ça va très très bien, surtout après ce match. On a pris un peu de plaisir, donc c'est plutôt cool. Ouais, un peu seulement ? Bah, la victoire était cool. Je te sens mesuré. Est-ce que ça aurait un rapport avec la performance de Morgan Schneiderlin ? Oui, voilà, bon. Voilà, comment dire. Ouais, Un peu déçu de Morgan. ça se passe de mots, je pense, effectivement. Voilà. On va vite passer la parole à Guillaume. Salut Guillaume, comment ça va Salut, pour ça te va, sauver un nickel. peu du coup. Toi, du coup, pas trop déçu par la performance de Morgan Schneiderlin, Non, pas du tout, ça va. Je suis pas dans le même état que Brice. Bon, ça va. On s'excuse du coup de l'absence d'émission du match face à Metz, qu'on va bien sûr décortiquer aussi à l'occasion de cette émission. Une sombre histoire de Coca sur une console. Donc voilà, c'est indépendant de notre volonté, mais C'est voilà. la version officielle de Voilà, Coca. le Coca, clin d'œil, Arrêtez. blink, voilà. Bref, messieurs, avant de parler de ces deux matchs où je pense qu'on a vu vraiment deux visages extrêmement différents de la part de l'OGC Nice, et on va s'intéresser à ce qu'on peut attendre du prochain match, du coup, face à Strasbourg, déjà ce week-end. On va parler un peu de l'actualité du moment. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est effectivement la presse, l'équipe en l'occurrence, qui rappelle dans une double page sur Ineos l'intérêt du groupe britannique pour l'achat d'un club au Portugal. Les négociations auraient même commencé sans que le nom du dit club filtre pour autant. On sait que ce fameux club au Portugal, c'est un projet à peu près aussi vieux que le rachat de l'OGC Nice par Ineos, cet échelon intermédiaire qui logiquement viendrait s'intercaler entre Nice et Lausanne, et qui servirait peut-être de passerelle aussi pour des joueurs sud-américains. On pense à toi, Robson Bambou notamment. Voilà, donc pas plus d'informations. Vous pouvez, si vous voulez, un peu vous avancer dans les pronostics sur les clubs qui seraient potentiellement éligibles à un tel rachat. On espère quand même en apprendre plus très bientôt et que ça se concrétise enfin après une année et demie compliquée sur le plan économique et sanitaire. Mais comment vous voyez ce projet, vous, de votre côté ? Est-ce que c'est une étape nécessaire ? Est-ce que c'est de l'argent qui sera investi à bon escient plutôt que sur le marché des transferts ? Et éventuellement, quel type de club, quel échelon vous voyez Alors, Ineos moi, je trouve que c'est une marge de plus qui est totalement logique et qui rentre dans la politique d'Ineos, puisqu'en fait, ce club va servir surtout à faire venir des joueurs brésiliens en majorité, puisqu'on sait que c'est pas le même quota au Portugal pour les joueurs brésiliens, et ce qui va leur permettre de transiter par un championnat plus adapté à eux en Europe pour pouvoir tout simplement débuter leur carrière sur le sol européen, je me répète, c'est cool. Donc je trouve que c'est un projet complètement sous le sens, qui est hyper intéressant. En termes de club, je pense qu'il faut un club, enfin je pense qu'Ineos cherche un club qui est déjà un minimum structuré. Donc c'est vrai qu'on a vu passer 2-3 noms, mais c'est des clubs parce qu'il faut savoir que le Portugal, c'est ou tout ou rien, hein. Il n'y a pas de Ouais. il y a pas de juste milieu. C'est soit le bordel le plus innommable, soit les mecs ont commencé à structurer les choses. On est d'accord, quand tu dis déjà structuré, peut-être éviter de prendre un club en dessous de la première division portugaise comme ils avaient pu. J'y crois pas. D'accord. J'y crois pas une seconde de prendre un club de Ça D2 serait un échec, portugaise. ça, par contre. Par contre, moi j'ai un club en tête que je vois bien pour eux. Non, moi c'est plus Estoril qui vient de remonter. C'est pour la plage, ça. Ouais, voilà, on va dire ça. Non, Estoril, qui est un club qui est plutôt bien structuré, qui surfe en plus sur le succès de leur montée cette année en Liga Bwin. 5e place actuellement au classement, effectivement. Je trouve que ce serait un club voilà, qui pourrait être intéressant pour Ineos. Après, aucune info, hein, c'est juste du... Après, on sait que la première division est passée à 18 clubs. Désormais, ça fait un peu plus de choix, même si dans les 18 clubs, il y en a qui, je pense, sont d'un niveau, je ne vais pas dire semi-professionnel, mais assez loin peut-être du standard qui est visé par Ineos. On peut enlever le top 4 portugais. Je pense qu'Ineos n'ira pas chercher, sûrement pas Porto, Benfica, Braga, mais même Braga, même Braga et le Sporting, ça semble quand même assez compliqué et pas forcément pertinent. Non, mais c'est pas possible, voilà. surtout. C'est pas possible, et en tout cas tu pourrais pas juste envoyer les jeunes de Nice ou en faire un club satellite. Après, derrière, c'est assez ouvert. Il y a peut-être Boavista qui était sous l'influence de Gérard Lopez. Est-ce que
celui-ci qui est dans des problèmes d'argent serait enclin à le vendre à ce moment-là peut-être. Et Famalicão qu'on connaît assez bien à l'OGC Nice puisqu'on a déjà un peu envoyé des joueurs en prêt là-bas qui étaient dans la zone d'influence de Georges Mendes. Est-ce que du coup, moi j'y crois pas trop. Voilà, après, donc déjà ça t'exclut quasiment la moitié des clubs visés. Après voilà, à voir vers quoi le choix se portera. J'ai aucune idée du montant que ça pourrait aussi représenter, mais je pense que si tu tapes dans la deuxième partie de tableau, tu parles peut-être d'une dizaine de millions d'euros ou pas forcément beaucoup plus non plus. Donc ça peut être une opération à bas coût. Brice, il y a Portimonense aussi. Oui, mais encore une fois, je sais que tu as envie de partir à la plage en vacances. Non, mais là pour le coup, c'est que comme je disais hier à Alex de Castro, c'est vrai que ça ressemble énormément à du Fournier quand même, ce qui a été fait dans ce club, c'est-à-dire des gros noms à relancer comme Jackson Martinez, plus récemment Imbula. Tu vois qu'ils veulent faire une filière à l'étranger. Ils sont allés chercher, je crois que c'était Nakajima, qui était pas trop mauvais, qui a fini à Porto. Enfin voilà, une filière japonaise, ça ressemble forcément à du Fournier, donc pourquoi pas, hein, s'ils ont l'habitude de travailler comme ça. Ça fait partie des pistes en tout cas. Ça peut faire partie des pistes. Mais j'avoue que moi je me porterais plus sur Boavista. Je sais pas pourquoi. C'est un club quand même qui a connu l'Europe. Alors c'est pas un grand club européen, mais qui a connu l'Europe. Nos amis des libéraux pourraient faire un numéro là-dessus, hein, parce que la dernière campagne européenne de Boavista, ça date de leur génération. Carrément. Mais voilà, le club est vraiment en péril par rapport à Gérard Lopez et les finances, etc. L'info vient de sortir là, il y a quand même des choses qui coïncident. Donc, je verrais plus un club comme Boavista. Je ne sais même pas s'il y a la mer à Boavista. Voilà. C'est à Porto. Donc t'as le Douro. Ouais. C'est une très belle ville, pas très loin de la mer non plus après, en bagnole ou en train. Voilà. C'est nos vacances, Guillaume, un peu tout ça quand même. Nous, exactement. Nous, on peut aller faire les déplacements, il n'y a pas de problème. Moi, ça me va, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout bas, Boavista, Farense, tout ce qui est club de l'Algarve, on y va, il n'y a pas de problème. On peut aller superviser les jeunes niçois et les futures pépites sud-américaines du club. Voilà, bon, on espère en savoir plus bientôt parce que c'est quand même un sujet qui a été évoqué de nombreuses fois dans cette émission et puis dans la presse, hein, plus globalement, parce que ce projet a bien, je pense, 2 ou 3 ans. Pourquoi pas après, éventuellement, voir Dante démarrer sa carrière d'entraîneur là-bas aussi. Ça serait un clin d'œil sympa pour le garder dans la famille OGC Nice et Ineos. Mais je vous propose de passer maintenant un peu au présent, au sportif, au terrain. Donc on va parler de 2 matchs. D'abord, la réception de Metz le week-end dernier, cette défaite 1-0 à domicile face au dernier, avant de se projeter un peu sur ce match nul face au premier au Parc des Princes. Je pense pas qu'on va arriver non plus totalement à compartimenter les 2 rencontres, puisque je pense que les émotions aussi et nos avis se mêlent un peu entre les 2 matchs maintenant que les 2 rencontres sont passées. Mais forcément, commençons par le match de Metz, une magnifique occasion de s'emparer de cette deuxième place face au dernier, une équipe qui n'est pas gagnée encore de la saison, une équipe vraiment au fond du trou. Et pourtant, voilà. Et Nice relance. Nice relance l'ADN du club. C'est exactement ça. C'est que quel que soit l'entraîneur, les propriétaires, en fait, tu as toujours le même truc, quoi. C'est que tu vas aller chercher le dernier qui a gagné un match depuis août, et tu vas perdre contre lui alors que tu es censé être en pleine possession de tes moyens. Tu as le meilleur 11 possible au moment T à part Attal. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vraiment dans l'ADN, on va dire ça, ouais. Il y a forcément une autre explication que l'ADN du club, c'est est-ce que c'est un manque de maîtrise tactique, un manque de précision technique? On va rappeler un peu les stats, 20 tirs, 2 cadrés, c'est quand même, je pense, la principale erreur qui a eu lieu sur cette rencontre, c'est de te dire les occasions, en tout cas les situations, tu les as eues. Oui, tu prends un but face à Metz et comme je le disais hier dans les spaces qu'on a pu organiser avec Avantinissa, mais également avec Alric, c'est à minima face à ce genre d'équipe, tu dois être capable de garder ta cage inviolée pour, pas de chance, si tu as été inefficace, au moins avoir le match nul. Là, c'est vrai que tu prends un but sur peut-être c'est la seule occasion peut-être du FC Metz, et derrière, toi, tu en as une foultitude et tu n'arrives pas à mettre ne serait-ce qu'un but pour un peu t'éviter c'est récurrent depuis quelques matchs où tu as un manque de lucidité devant les cages qui est impressionnant, quoi. Tu loupes des buts tout faits. Delors, on dirait qu'il a perdu ses lentilles de contact, le mec. Il t'a mis des buts de fou contre Angers, et puis là,
À 2 mètres des cages, il n'arrive pas à la cadrer, ou il tire sur le gardien à chaque fois. Je sais pas. Il y a un truc qui se passe devant qui est bizarre. Peut-être un excès de confiance par rapport à Metz en disant ça va, c'est Metz. Pas que tu les prends par-dessus, mais voilà. Et puis tu te fais prendre à ton propre piège finalement. Et- Ça peut arriver aussi, Est-ce ce que, genre de mentalité. est-ce que tu penses qu'on est encore dans ce cas de figure-là, sachant que tu as eu quand même plusieurs avertissements avec ou sans frais, hein, que ce soit les remontées en fin de match, et je pense notamment voilà, à Clermont qui a eu lieu aussi À Lyon, juste clairement. avant. Voilà, mais bon, Clermont, c'était vraiment tout frais hein, en plus Oui, bien à sûr. ce moment-là, tu vois. Oui, mais Tu- justement, c'est peut-être la confiance. Tu te dis, ça va passer, on va marquer un but à la 90e, tu vois, et puis c'est bon, ça va passer, on prend les 3 points. Le contenu sera pas forcément hyper beau, parce que t'as beau faire 20 tirs, avoir, je crois que c'était 70% de possession Mhm. voilà, de possession ou quoi, mais tout est stérile, c'est pas, tu sens que c'est pas tranchant devant, mais voilà, tu prends les 3 points, tu Bah, marques à la 90e, bon, voilà. je trouve Mais que, en fait, comme ça manque tellement de fluidité offensivement, parce que le 4-4-2, pour l'instant, d'un point de vue de l'attaque, il est pas encore opérationnel, à mon sens. T'as un manque de fluidité qui fait que les mecs devant gambergent. En plus, tu te retrouves, enfin, je sais pas, ils gambergent, et t'as l'impression qu'une fois, ils arrivent pas à mettre le pointu qu'il faut. Ils veulent faire le petit dribble de trop. La tête, ils veulent la placer au lieu de taper dedans. Pour moi, je sais pas, c'est un peu, je pense que c'est le manque de fluidité, le manque de lien entre les joueurs, je sais pas, un Mais il y truc a comme un ça. énorme manque de liant. C'est-à-dire que quand tu as Limina Rosario, c'est plus sur les côtés que normalement que ça prend, vraiment, et Mm, que ça vient, parce que tu personne pour vraiment monter, etc. mm, Et tout le long du match, si tu regardes, tu as manqué tout le temps ce lien. T'as ce lien-là entre la défense et les milieux, ça, il n'y a pas de mm. souci. Ça circule bien, le ballon, tout ça. Mais passer les milieux, plus Mais rien. c'est ce que je dis depuis des semaines, ça revient encore et toujours qu'en fait le problème il vient des ailes où t'as Stengs et Kluivert qui reviennent à peine de blessure et les mecs qui jouent à leur place ou qui ont pas démérité ne font pas le lien entre le milieu et Non. l'attaque, quoi. Ça doit venir des ailes, ça manque de percussion, ça manque d'automatisme, c'est pas là encore, quoi. Sachant qu'en jeu, en général, en plus, tu as toujours une des deux ailes qui est sacrifiée, soit par un choix dans le 11 un peu improbable, comme la Mmh. titularisation de Hassan Kamara par exemple, des défaillances individuelles, hein, parce que si on parle, voilà, si on parle des ailes, parlons aussi globalement des latéraux. Où Melvin Barr qui fait un excellent début de saison, c'est un peu plus compliqué pour Jordan Lotomba. En tout cas, il a vraiment soufflé le chaud et le froid depuis Mmh. le début de la saison. Donc en fait, même quand tu en as un qui arrive à tenir la baraque, on pense au petit Dacunia qui a quand même fait plus que son devoir Ouais, ouais. jusque-là. Si de l'autre côté, tu as un Boudaoui et un Lotomba en extrême difficulté, bah, tu peux pas non plus laisser tout le jeu offensif reposer sur sur un seul joueur. Et c'est pour ça qu'on espérait vraiment beaucoup de la titularisation à la fois de Justin Kluivert, mais aussi de Calvin Stengs, en disant, bon, si on a les deux mecs qui sont à leur poste et qui sont censés être les titulaires à ce poste-là, peut-être qu'on va retrouver un équilibre dans le jeu. Et ben, force est de constater que face à Metz, ça n'a pas vraiment collé. Je voudrais juste revenir sur ce que disait Brice par rapport au milieu de terrain, avec cette paire Lemina-Rosario. Un des principaux enseignements de ce match face à Metz, et je pense qu'il n'y a pas eu que celui-là, mais on y viendra après, parce que ça a directement impacté le discours de Christophe Galtier et ses choix pour le déplacement à Paris. Clairement, au milieu de terrain, en début de saison, on se disait Lemina, Rosario, ça fonctionne. On a l'impression qu'ils ont toujours joué ensemble. Les deux individuellement font Mm. d'excellentes performances. Depuis ces quelques dernières semaines, on remarque peut-être que la hiérarchie au milieu de terrain elle est un peu remise en cause par un Kefren Turam qui a apporté justement davantage de projection de liant, et à chaque fois ses entrées ont été plutôt salvatrices pour le jeu de l'OGC Nice. Donc est-ce que selon vous, bah, derrière un Mario Lemina qui est indiscutable, et voilà, on reparlera encore de Énorme bosseur. voilà, énorme Énorme bosseur. bosseur, on reparlera de sa prestation au parc après qui a été stratosphérique, je pense. Est-ce qu'aujourd'hui, Pablo Rosario, c'est vraiment le binôme qu'il faut associer à Mario Lemina si on veut résoudre ces problèmes de liant et de jeu collectif? Tout Au dépend moment des T, matchs, non. hein.
Ouais, tout dépend des matchs, mais au Monté, non. Voilà. Si tu veux gagner tes matchs, par exemple contre Paris hier, où tu sais que tu vas avoir, tu peux mettre une doublette Rosario, Lemina ou Schneiderlin Lemina, mais quand tu vas jouer contre des équipes dites un peu moins Tu dois faire le grosses, jeu. que tu dois Le faire le fameux jeu, bloc bas de Brice. non, mais c'est vrai, mais on se rend compte de toute manière que maintenant les équipes avaient compris comment fallait jouer contre nous. Donc, il te faut ce mec comme Thuram ou quelqu'un d'autre, j'en sais rien, qui puisse justement emmener le jeu vers l'avant, le projeter, amener quelque chose de moins défensif, quoi. C'est ça. Et je trouve même que Nice, en fait, c'est une belle équipe. Ils ont tous du ballon, il n'y a pas de souci, mais ils savent pas faire le jeu, en fait. Tu le Non. vois quand ça joue contre des équipes qui, eux, prennent le jeu à leur compte, bah, par exemple Paris, etc., Marseille ou quoi. Là, tu sens que les mecs, ça y est, ils savent jouer, ils savent se placer. Bon, enfin, ils savent jouer, c'est pas non plus le Barça, mais tu vois, tu sens que c'est une autre équipe. Et T'as pas de dans des, déménageur non plus dans l'équipe, quoi. Enfin, t'as pas de pied carré, t'as pas de. non, voilà, mais par contre, quand ça joue contre Metz, quand ça joue contre Lorient, Troyes, etc., contre des équipes qui attendent, tu vois, par exemple, et que Nice aussi, ben, à un moment donné, Nice a le ballon, mais ils savent pas quoi en faire, en fait. C'est ça, en fait. Donc, tout dépend pour Rosario, tout dépend, en fait, si tu as le PSG en face de toi, comme disait Guillaume, ben ouais, là, il te faut un mec comme peut-être Rosario, Schneiderlin. Si c'est contre Metz, contre Lorient, il te faut un mec qui monte et qui prenne le jeu à son compte, qui arrive à Thuram. dicter le jeu. Thuram. Exactement. Et peut-être même que Pierre Lesmelou, j'exagère un peu peut-être, mais PLM, peut-être qu'il aurait aidé sur certains matchs cette année. Ouais. Ouais, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire, qui est capable Il aurait de partir de apporté. loin, quoi. Après, Voilà, c'est ça. on paye aussi le passage à 2 au milieu de terrain pour un club qui, pour le coup, dans son ADN, a quand même beaucoup connu ce milieu à 3 et qui garde dans son effectif aussi un peu quelques stigmates de ce choix d'avoir 3 milieux de terrain. Ça explique notamment la difficulté d'arriver à positionner un Hicham Boudaoui dans le 11, un Alexis Claude Maurice, Mais peut-être un Boudaoui, Kefren Thuram aussi. Boudaoui, il pourrait faire ce box-to-box, hein. Je sais plus avec qui j'en parlais sur Twitter il y a quelques jours, et Boudaoui, dans l'axe en box-to-box, il pourrait le faire, ce Totalement. rôle-là, un peu comme Thuram, où il serait déjà beaucoup plus intéressant que sur un côté, quoi. Vu le volume de jeu qu'il a, et même Mhm. s'il n'a pas tout réussi face à Paris, on peut pas lui reprocher son engagement, en tout cas physique, et son volume de jeu. Moi, effectivement, dans le cœur du jeu, je l'aurais bien vu. Ça Moi semble pas aussi, être une solution retenue par Christophe Galtier, qui compte, je malheureusement. pense, très très fort en faire son Renato Ouais. Sanchez. C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, pour Il l'instant, voit son Renato Sanchez. c'est pas Pas trop pareil. couronné de succès, mais bon, en espérant que Bon, ça après, il vienne. enchaîne pas non plus, hein. Je veux dire, il est Il- quand même assez souvent blessé, c'est un peu compliqué, là. Oui, et puis ses Il y a une bonne prestations ne sont partie de pas très l'effectif qui bonnes. est comme ça. Mm, Ouais, mm. ouais, ouais. Tu vois Effectivement. Dolberg, il n'a pas joué énormément avec l'équipe. Tu vois Boudaoui, Allez, ça pareil. Non, mais c'est commence. non, 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 je mais plaisante. attends. Alors, Là, pour le coup, Dolberg, je critique pas. Mais c'est vrai. Dolberg, pour moi, si on revient sur le débat Delors-Dolberg, il est en train de reprendre le dessus, à mon sens, sur Delors. Ouais. Et je pense que ça, Pour moi, hein, ça, on peut en tu le, parler. Le match face à Paris a vraiment tu l'as vu montré hier, autre hein, chose, quoi. il est redescendu, il s'est rendu disponible, il a. Dolberg, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'a pas beaucoup joué avec l'équipe, tu vois. Boudaoui, pareil. Attal, bah là, il se reblesse, il doit revenir. Kluivert, Stengs, c'est pareil. Donc, si tu veux, tous tes joueurs, on va dire plus ou moins clés, qui peuvent apporter ce liant, qui peuvent apporter ce côté tranchant, ils n'ont pas assez joué ensemble. D'ailleurs, Fournier le disait aussi dans l'interview sur l'équipe, il me semble. Il en parlait aussi que ils n'ont pas assez joué ensemble et tout, et qu'ils se devaient de rester Ouais. le plus longtemps possible sur un terrain, et c'est tout à fait normal, tu vois. Donc, peut-être que la deuxième partie de saison, ça sera différent, et on l'espère en tout cas. S'il n'y a pas de blessure. Mais en attendant cette deuxième partie de saison, il y a eu des mots forts de Christophe Galtier, hein, après cette défaite à la maison face au dernier du championnat, encore une fois. Donc des choix forts qui ont été faits dans le 11 après, mais des déclarations. Il disait voilà, que clairement, certains joueurs n'avaient pas compris les consignes qui leur avaient été données, donc sans les nommer, mais quand on voit qui a disparu du 11 après, on a peut-être un petit indice sur l'identité de ces joueurs, mais également qu'on allait être amené peut-être à jouer à l'avenir un peu plus bas face à ce genre d'équipe pour éviter d'être pris dans le dos, et peut-être éviter aussi de devoir faire le jeu, ce qu'on a du mal à faire, et jouer sur des qualités différentes, des qualités de projection, de jeu rapide vers l'avant qu'on a déjà
un peu plus vu face au Paris Saint-Germain, donc forcément aidé par le standing de l'adversaire. Tu passes de Metz qui met le bus au Paris Saint-Germain, qui lui est une des rares équipes qui va faire le jeu contre toi. Mais est-ce que selon vous, avant de décortiquer un peu plus en détail le contenu du match face au PSG, est-ce que selon vous le diagnostic de Galtier après le match face à Metz est le bon? Est-ce que la solution c'est de changer cette identité de jeu, ou est-ce que, comme commençait à le dire Brice, c'est peut-être davantage de se dire oui, on perd des points actuellement, c'est dommage, mais la solution passera par le jeu. Et si notre jeu aujourd'hui a du mal à être développé, c'est pour toutes ces raisons, voilà, de joueurs qui viennent d'arriver, qui ont encore peu joué ensemble pour des raisons différentes de méformes et de blessures, et que tout ce qu'on peut travailler aujourd'hui, on le capitalisera sur la deuxième partie de la saison. Je te laisse répondre, Guillaume. Je pense que le constat, il est clair qu'aujourd'hui, en effet, c'est la meilleure solution, c'est de peut-être attendre un peu plus, parce on a vu qu'on n'était pas capable au moment T, peut-être qu'il n'avait pas les bons joueurs pour faire le jeu, justement à cause des blessures sur les ailes, et puis peut-être parce que dans le cœur du jeu, Thuram, même s'il est très bon, il est encore un petit peu jeune, donc peut-être qu'il n'a pas les bons joueurs dans l'effectif pour avoir cette transition et s'en sortir par le jeu. Je trouve que le constat, il est plutôt bon, même si ça fait pas toujours plaisir d'avoir une équipe qui veut jouer le tableau et que tu entends ce genre de discours, mais au moins les paroles sont vraies, réalistes, et puis surtout ce qu'il a dit après le Metz, tu vois le constat, t'enchaînes sur Paris où en fait tout a été adapté exactement comme il l'a dit, quoi. Donc la prestation en a été meilleure. Bon, après, est-ce que c'est parce qu'il y a Paris en face? On verra contre Strasbourg dimanche si on adopte la même mentalité et la même façon de jouer. Mais pour moi, je pense que le constat, il est bon de la part de Galtier, le discours aussi, et que quand t'as pas les bons hommes au bon moment, tu adaptes, quoi. Et Brice, maintenant que tu les as, ces hommes-là, parce que justement, tu vides un peu l'infirmerie, est-ce qu'il faut jouer pragmatique de se dire, c'est pas grave, j'arriverai pas à développer pour l'instant le jeu que j'ai envie de développer, donc partons sur nos qualités, c'est-à-dire cette assise défensive et ce milieu extrêmement fort. Misons après sur les qualités individuelles de nos joueurs devant. Je pense notamment à Justin Kluivert et à sa prestation au Parc des Princes, mais aussi, pourquoi pas, à Mingueri, qui pourrait retrouver sa place dans le 11 ce week-end. Ou alors, moi, je suis un peu partagé sur la question. Je ne peux pas aller contre le diagnostic de Galtier, qui est le bon, effectivement, de te dire peut-être que nos qualités, c'est pas un jeu de possession, donc essayons de nous appuyer sur nos qualités et sur les joueurs à leur meilleur poste. Mais par contre, je me dis que si tu fais ça, tu abandonnes en fait assez vite l'idée de développer la qualité du jeu. Tu pourrais aussi te dire, ça prend plusieurs mois à se travailler avec un effectif qui est jeune, largement renouvelé, et des joueurs qui ont été peut-être beaucoup blessés. Donc là, moi, si dimanche face à Strasbourg, tu te retrouves à jouer un peu de la même façon que tu as joué face à Paris, je veux dire, en fait, du coup, ça veut dire qu'on abandonne en fait l'idée d'avoir un jeu un peu plus ambitieux. Je trouve ça. Si c'est ça pour se donner de la confiance, c'est ça, pour travailler ensemble, parce que ça y est, comme tu disais, l'infirmerie commence à se vider. On retravaille tous ensemble, on prend pas de risques, on se fait des passes entre nous, on essaie de trouver les automatismes des uns et des autres, on travaille à l'entraînement et on démarre par aller bas, et puis au fil du temps, dans la deuxième partie de saison, comme on aura un de 10 mètres, de 20 mètres. Et puis... transitoire, voilà. Il faut le voir comme une période transitoire, pas comme jusqu'à la fin de la saison. Voilà, si c'est pour jouer comme Strasbourg l'année dernière avec comment il s'appelle cet entraîneur-là, je me rappelle plus, qui est horrible, qui était horrible. Ah, Thierry Lauré. Lauré, voilà, si c'est pour jouer comme ça. Non, mettre en prison des mecs comme ça pour le football. Putain, mais totalement, mais carrément, putain. Comme il disait Eric Ciotti, je veux un Guantanamo, ce mec-là, il devrait y aller. Ouais, direct. Je suis d'accord avec toi, direct. mais je viens de citer Eric Ciotti dans un podcast, c'est quand même incroyable. Voilà. Mais voilà, si c'est pour dire, on se fait confiance, on prend pas de risques, et en fait la confiance va venir, le moral aussi, la peur de se reprendre un 1-0 par le dernier du classement, etc. et tout, ça on oublie, on joue bien, on joue décontracté, et puis comme tu disais, petit à petit, tu montes de 10 mètres, 20 mètres, et puis à un moment donné, le jeu il va se faire un peu facilement, parce qu'il y aura des automatismes. Par exemple, Delors va aller chercher peut-être Kluivert, Dolberg pareil, etc. Donc les automatismes vont se faire avec le temps. Mais pour le moment, ils n'ont pas assez joué ensemble. C'est ça le gros problème en fait.
Très bien. Bon, Ça moi, reste- je suis un peu peiné en fait de dire que tu ne vas pas davantage insister à l'idée de construire quelque chose, mais bon, Mais si, tu construis, mais en fait, tu construis d'une base un peu plus safe, en fait. Tu je, prends plus de risques. je te propose, Brice, de reporter la suite de ce débat quand on verra qu'en fait le jeu qu'on Ouais. adoptera face à Strasbourg, parce que là, face à Paris, on a adopté, je pense, un peu la seule solution qui nous était possible d'adopter. Est-ce que face à Mais Strasbourg? le constat, il est bon. Tu peux pas dire le Non, contraire. bien sûr. Tu peux pas dire le Ah oui. contraire. Au moment T, il ne peut pas avoir d'autre solution que de jouer comme ça. C'est tout, puisque ça ne marche pas. Et que sinon, tu vas tourner en rond contre des équipes avec des blocs bas. Tu vas pas marquer. Tu vas pas. Enfin, ça va être un enfer. Il faut retrouver la confiance, comme disait Brice, quoi. Bon, Ouais, voilà. élément de réponse déjà ce dimanche face à Strasbourg. Une équipe de Strasbourg qu'on n'a pas trop vu venir en fait, mais qui à la faveur de sa victoire hier face aux Girondins de Bordeaux, se retrouve 6e du classement à 4 points de l'OGC Nice. Donc un match très important parce que ça, voilà, en cas de défaite, Strasbourg reviendrait talonner l'OGC Nice et on pourrait se mettre un peu à portée du ventre mou des places non européennes de la 6e à la Mm. 10e place qui ne sont pas si loin que ça, mine Oui, de rien. je suis pas sûr que Stéphane ferme le jeu en plus. Non, donc c'est pour ça qu'on aurait peut-être Non, non. intérêt à jouer peut-être d'une façon Ça un ferme peu pas plus le jeu. ambitieuse. Je ne sais pas. On verra un peu les Et choix de Galtier. Euh, Strasbourg, juste un truc, Strasbourg, mis à part Rennes, il y a 6 matchs de ça, je crois, ou 7 matchs de ça, mis à part contre Rennes, ils marquent à tous les matchs. À tous les matchs, ils arrivent à marquer, hein. C'est vraiment, ils en ont fait vraiment Julien Stéphane, il en a fait vraiment une machine à marquer. Donc ça Ils ont des bons aussi, joueurs devant, hein, que ce bien soit sûr. Ajorc, Diallo, c'est pas Diallo, mal, ouais, hein. bien sûr, il marque, carrément. il marque beaucoup de buts, 5 buts face à Bordeaux. Il n'y a pas, À Saint-Etienne il y a aussi, je pas crois qu'ils si ont mis un longtemps, carton, 4 buts face à 5-0, non? Lorient, 5-1 face à Saint-Etienne, Voilà, tu effectivement. vois. Donc, Donc, voilà, deux partout à contre Nantes. Voilà, Nantes, c'est compliqué à aller jouer. Monaco, ça reste quand même une belle équipe, même s'ils sont en dedans, mais ça reste quand même une belle équipe, faut y aller. Tu tiens la tête haute face à Rennes quand même. Tu perds que 1-0, je crois, de mémoire. Mhm. Donc ouais, et tu gagnes à Lens aussi. Pas facile aussi d'aller gagner face à Lens. Non, c'est un adversaire très sérieux là qui arrive dimanche et Ça peut être un beau match. je pense une victoire qui te referait basculer dans la bonne catégorie du classement. On voit quand même que cette deuxième place, elle est maudite, parce que Rennes qui perd du coup hier à la maison face à Lille. Je sens que personne n'en veut en fait. Bon là c'est Marseille Ouais. qui s'en est emparé avoir le résultat ce week-end à la maison face à Brest. Mais bon, Ça va, il n'y aura pas d'arrêt de match, on est à la maison. tu restes tu restes mine de rien voilà encore collé à ce Oui, à ce oui. groupetto de tête parce Mais que tant il mieux, y a c'est bien ça. il y a beaucoup de défaillances au final devant. Puis Par contre, il y a pas de joueurs asiatiques à Brest en plus. non, donc aucun risque. C'est pas bien, j'en rigole, mais c'est pas bien. Non, c'est pas bien, mais en même temps c'est dramatique quand même Ouais, Non, lamentable. voilà. Ça, c'est. Et le Je vais rien silence, dire parce que je peux rien. voilà, le silence des médias est bizarrement assourdissant sur le Mm. sujet. Bref, passons. Ce match face à Paris, donc une performance, je pense, unanimement reconnue par la presse, mais également forcément par les supporters de l'OGC Nice, même si on peut regretter de ne pas avoir eu mieux avec ce petit numéro de billard de la tête de Dolberg qui tape le poteau, puis lui, et qui ne rentre pas sur ce centre extrêmement tendu que je pense, ça ce n'est que mon avis, il reprend un peu comme il peut. Je pense qu'il subit davantage le Oui. ballon Elle lui arrive fort en dessus. voilà, donc Mm. c'est vrai que Mais il y va quand même. Tu vois, c'est pareil, il y a des matchs de ça, il aurait pas fait, je pense, ce Ouais. genre de truc-là. Donc, il a été volontaire pour le coup. Putain, je dis du bien quand même de Dolberg, là, c'est t'es incroyable. obligé là aussi quand même. Comme nous, on avait été obligé de dire Ah, du mais bien c'est de vrai. Schneiderlin après son sombrero retourné. Et là, bon, Ah oui. la Mais performance de Dolberg mérite d'être saluée. oui, non, mais voilà, il a été vraiment volontaire. Il a mis une belle frappe aussi en première mi-temps, qui a obligé Donnarumma À s'employer, effectivement. vraiment à Mm. s'employer. Il y a eu Delors aussi, la tête. Je comprends pas qu'il fait la tête sur le gardien, mon Dieu. Putain, Soit tu la c'est incroyable. piques, soit tu la croises, mais bon. Putain, Ah ouais. Ça c'est dingue parce qu'en plus Donnarumma, je pense qu'il était, il était aux Battu. oubliettes. Il Ah, était mais battu direct. quoi qu'il arrive, il l'a mis au seul endroit où il fallait la sortir. Ouais, il fait Oui. 2,50 m, tu lui mets au-dessus de la tête, a priori, bon, tu vois, Ouais, il tu est vois, il est voilà. capable de tendre les bras, le type, quoi. Mais je trouve que Paris a plus eu chaud que nous sur Mm. le match. Clairement, Ben, les occasions étaient plus moi, je grandes. suis frustré honnêtement de ce match nul. Je suis frustré parce que tu te dis,
t'as quand même 2 occasions qui sont quand même bien plus... Bon, tu vas me dire, il y a eu des 1 contre 1, mais qui ont été plutôt bien gérés par notre défense ou par notre gardien. Mais nous, clairement, les occasions de Delors ou de Dolberg, si c'est Paris, elles sont au fond. Hein. Je suis désolé. Hein. Ah oui, Donc je pense qu'on a plus de regrets à avoir, contrairement à ce que disait Pochettino hier en conférence de presse d'après-match. Je pense Oui, qu'on a plus ils n'ont pas été meilleurs, ils méritaient pas forcément la victoire. Ils auraient pu l'avoir sur l'occasion de Mbappé qui mystérieusement loupe le cadre. Pour moi, c'est quand même aussi il un a eu peur énorme. il a eu peur de Benitez. C'est normal. En même temps, C'est ça. le mur Walter Benitez. Non, moi, voilà, concrètement, il y a des matchs nuls où t'es content. Là, j'ai un petit goût de frustration. Peut-être que si on avait été mené 1-0, qu'on fait un match, qu'on s'arrache et qu'on égalise, ça aurait été un bon match nul peut-être. Mais là, pour moi, j'ai un petit coup d'amer parce que j'aurais bien aimé et j'ai envie de voir à nouveau Gouiri Dolberg ensemble parce que c'est ce qui faisait qu'on cartonnait en début de saison. J'ai envie de voir Boudaoui ailleurs que ailier droit parce que franchement, hier, catastrophique. Voilà. Hein. Bon, non, c'est pas son poste, donc. Oui, non, mais on l'adore, hein, mais bon là, insister avec lui sur le côté droit, c'est quand même. Toute proportion gardée, Stengs, même s'il n'est pas encore au niveau auquel il doit être, tu vois, quand 2 passes, tout est possible, quoi. Ah oui. Donc voilà, je suis un peu frustré par rapport à ça. Quand Gouiri est rentré, j'aurais aimé le voir aussi dans l'axe et pas sur le côté gauche. Bon, peut-être que si Kluivert prenait pas le carton jaune, il serait pas rentré à gauche. Mais ouais, je suis un peu frustré, moi, globalement, de ce match nul. Brice, est-ce que tu penses qu'on peut avoir des regrets sur de la frustration sur ce match où, bien sûr, il y a cette occasion assez énorme, mais bon, à n'importe quel moment, tu peux aussi perdre ce match 2 minutes après sur le raté de Mbappé et puis globalement sur la pression mise par le Paris Saint-Germain pendant toute la rencontre. Ouais, je peux comprendre qu'on peut être frustré du match, mais par rapport à tout ce qu'on a vu sur les 5-6 derniers matchs, on a vu vraiment une équipe qui a mené pendant 90 minutes, enfin qui a réussi quand même à tenir un match 90 minutes. C'est peut-être un des rares matchs de l'OGC Nice sans trou d'air, justement. Exactement, sans trou d'air. Alors, il y en a eu quelques-uns, mais c'était sur des passes. Pareil, moi, ce qui est frustrant, ce qui est trouvé frustrant, c'est les relances. Tu peux pas relancer comme ça quand en face de toi, tu as Danilo, Messi, Di Maria, Mbappé. Il y en a eu très peu d'erreurs de relance. Au final, on peut aussi retenir toutes les sorties de Dante, de Todibo qui ont été les rampes de lancement pour les occasions en contre. Mais totalement, ça bien sûr. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en face de toi, tu as le PSG. Oui. Et comme je te disais, tu as Messi, Mbappé, Di Maria. Bon, le match est fini. Ils n'ont pas réussi le match comme ils auraient dû faire. Tous ces caniches de Todibo, du coup, hein, qui on a fait leurs choses, hein, quand même. Là, parce que... Exactement. Ça, c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai. Mais tu leur laisses un ballon, ça suffit à eux, tu vois. Ça leur suffit largement, tu vois. Par exemple, on parlait contre Metz, 20 tirs, 2 cadrés. Eux, tu leur laisses un tir, ça suffit, tu vois. Logiquement. Donc, ne va pas faire ces erreurs-là. Ne va pas faire des fautes stupides, comme a pu faire notamment d'ailleurs Schneiderlin à l'entrée de la surface. Bon, Messi, il me la met. Bon, bref, ça aussi, il faudra en parler. Ça, du coup, Franck Messi, c'est incroyable. Il pourrait t'en mettre bien meilleur que ça. Donc, il s'est loupé là-dessus, tant mieux. Mais ne va pas provoquer des fautes à l'entrée de la surface, ne va pas relancer en plein centre, etc. face à une équipe comme ça. C'est ça qui est frustrant, en fait. C'est-à-dire que tu réussis tout bien, mais tu peux te faire punir pour un truc, une faute stupide. Heureusement, ce n'est pas arrivé. Et je pense qu'on peut tous unanimement saluer l'énorme performance dans le secteur défensif de l'OGC Nice. Je pense que le triangle Benitez, Dante, Todibo est pas loin d'avoir fait la meilleure. Enfin, je pense que c'est la meilleure performance de la saison, hein, pour les trois, très clairement. T'arrives à plus d'un tiers du championnat et quand tu regardes, ils s'entendent toujours aussi bien. Ils prennent même je trouve qu'il y a une grosse marge ils ont bien pris la marge de progression ensemble, même avec Benitez qui est vraiment, comme tu disais, dans ce triangle, alors que les saisons dernières, il était un peu esselé, je trouve. Donc il y a vraiment ce côté un peu alchimie qui prend. Et Todibo est de plus en plus en confiance et il a prouvé en muselant Mbappé, tu vois. Donc c'est très très bien là-dessus. Franchement, ce secteur-là, et même on peut même parler d'une charnière aussi avec Lemina, hein, bien sûr. Si tu regardes, avec la rampe de lancement, Lemina et tout, c'est vraiment super beau à voir. Avant de continuer de parler des performances individuelles comme ça, je voudrais juste revenir du coup sur les choix qui ont été opérés dans le 11 après les propos assez forts de Christophe Galtier suivant la défaite face au FC Metz.
Exit Gouiri déjà, c'est peut-être la principale surprise. Vous me direz ce que vous en pensez. Stengs, voilà, qui perd sa place au profit de Hicham Boudaoui. Au milieu de terrain, Pablo Rosario qui était suspendu. C'est Morgan Schneiderlin qui lui a été préféré du coup. Un autre renseignement, parce que lui n'a pas perdu sa place dans le 11, c'est le maintien de Justin Kluivert qui a enchaîné peut-être 2 bonnes performances. Moi, je trouve tout n'a pas été bien fait par Justin Kluivert, mais Parce qu'il manque de rythme. voilà, c'était peut-être un des moins mauvais face à Metz. Et là, ça a été la principale rampe de lancement des offensives niçoises. Ça passait souvent par lui. Et c'est lui qui a essayé du mieux qu'il pouvait à chaque fois de servir, que ce soit nos latéraux qui pouvaient monter ou directement Delors et Dolberg. Mais pour moi, derrière les 4 joueurs au profil défensif dont on a parlé, qui ont été vraiment au-dessus, moi, je dirais que voilà, Kluivert, c'est peut-être la principale satisfaction aux avant-postes, ça et l'investissement de Kasper Dolberg, évidemment. Mais dans l'influence sur le jeu, moi, ça me donne de l'espoir de me dire, peut-être que même si on décide de jouer un peu plus en contre ou un peu plus bas, tu as le profil d'un joueur comme Kluivert qui va multiplier les courses, qui va provoquer, qui va être capable d'éliminer, de pousser l'adversaire à défendre en reculant. Donc bien sûr, il y a du déchet dans la passe, mais c'est peut-être ce qui ressemble le plus à du football et à ce qu'on attend du 4-4-2 de Galtier qu'on a vu depuis le début de la saison. Il est ultra généreux. Qu'est-ce qu'il galope? Il est technique. Je pense qu'il a un peu de déchets dans les passes, mais c'est normal parce qu'il manque de rythme. Il a été quand même super longtemps blessé. L'automatisme, mais tu vois vraiment que quand il va commencer à enchaîner, et si on arrive à avoir son pendant côté droit, c'est là où justement, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on va pouvoir s'améliorer dans le jeu et ça va plus être la même équipe. Donc c'est encore une fois et toujours le problème de ces ailes où pour l'instant on n'avait pas les bons joueurs, quoi. On va voir après par la suite, mais il va falloir qu'il continue sur cette lancée, mais je doute pas qu'il continue comme ça. En plus de ça, quand on a fait le podcast sur l'arrivée de Justin Kluivert, notre intervenant nous disait qu'il avait besoin de revanche, tu vois, par rapport à tous ses échecs, etc., de se montrer. Il a peut-être aussi une place à jouer avec la sélection, donc c'est que mieux pour lui. Les matchs coûtent cher pour Justin Kluivert. On rappelle qu'au-delà de la qualification européenne, son option d'achat, elle est aussi indexée sur le nombre de matchs joués. Il a perdu pas mal de semaines de compétition avec la blessure. Donc, même si le nombre de matchs n'est pas atteint automatiquement, on peut quand même lever, décider de lever l'option d'achat. Mais bon, tu vois qu'au final, le temps compte déjà là pour que Kluivert il arrive à faire ses 20-25 matchs dans la saison. Ça va assez vite maintenant qu'il en a raté une demi-douzaine. Donc voilà, il joue très gros, mais je pense, sans trop m'avancer, que dimanche, on a envie de revoir Justin Kluivert et que pour l'instant, sa place dans le 11, il a montré que il méritait de la conserver. Et l'interrogation sur son pendant à droite, peut-être, c'est davantage ça. Aujourd'hui, le problème auquel doit répondre Christophe Galtier, est-ce qu'il faut continuer avec Hicham Boudaoui? Est-ce qu'il faut installer Calvin Stengs et accepter que du coup, par sa jeunesse et son manque d'automatisme, tout ne sera pas parfait? Ou peut-être essayer d'Acuna. Laisse-moi Stengs, d'Acuna ou à la limite Attal plutôt que Boudaoui à droite. Effectivement. Après, on va voir avec le probable retour de Youssef Attal aussi au poste de latéral droit. Ça, quand tu as ce joueur derrière sans faire injure à Jordan Lotomba qui a été intéressant, peut-être dépassé de temps en temps défensivement au parc, mais bon, il n'avait pas n'importe quel client en face de lui. Mais offensivement, il est aussi à hauteur du très beau centre sur la tête de Delors, justement, et de pas mal de dédoublements qui ont mis en difficulté son vis-à-vis le latéral parisien. Messieurs, pour poursuivre sur ce match-là, je vous propose un peu même si Guillaume nous a un peu spoilé la suite des discussions. Non, mais c'est pas grave, écoute, c'est que c'est la suite logique de notre débat. Il y a cette performance de Kasper Dolberg qui a été, même s'il n'a pas été récompensé par ce but et qu'on retiendra surtout son énorme raté, très différent dans l'implication. Tu disais, pour reprendre tes mots, qu'il était peut-être en train de gratter et de récupérer des points dans son duel face à Andy Delors. Toi, tu appelles de tes voeux de retitulariser Gouiri Dolberg dans l'axe, à la faveur aussi du retour de joueurs sur le côté, donc on n'est pas obligé d'excentrer Gouiri pour aligner un 11 compétitif. Brice, est-ce que selon toi, là, dans la dynamique actuelle entre les trois attaquants, ce serait logique dimanche que Christophe Galtier aligne une doublette Gouiri Dolberg devant? Ça me surprendrait pas, en tout cas. Logique, je sais pas, mais ça me surprendrait pas qu'il le fasse. Delors a pas mal joué ces derniers temps, il a besoin aussi de souffler.
Euh, et L'idée, c'est pas de réessayer. blacklister Delors, c'est qu'il peut aussi apporter Voilà. Ah oui, quelque non, chose clairement. physiquement dans la Oui, dernière demi-heure. Ah non, non, c'est c'est là où ça, il a c'est été très ça. bon en plus. C'est ça, c'est que pour l'instant, il lui faut un peu de repos, donc tu le poses, tu lui fais pas faire 90 minutes. Et selon la physionomie du match contre Strasbourg, parce qu'à mon avis, ça va être une équipe qui va te rentrer aussi quand même dedans, aussi, avec de très bons joueurs en attaque, tout ça. Donc tu as le luxe aujourd'hui, tu as le choix du roi, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux faire rentrer un mec comme Delors, qui a un peu une tête brûlée, on va dire, façon de parler, qui peut te rentrer un peu dedans et qui peut faire du bien sur les 20-30 dernières minutes. C'est un choix extraordinaire qu'il a, Galtier. T'as Dolberg, le mec finisseur, un peu renard des surfaces, voilà, un peu froid, etc. T'as Guiri, très technique, bon, il arrive à bien remonter la balle, à être percutant et tout. Et t'as Delors qui peut te mettre des bijoux comme il a pu faire face à Angers, qui peut être aussi un peu le grand frère devant, tête brûlée. C'est extraordinaire, franchement. Donc, en tout cas, pour moi, voir Guiri, Dolberg, pour démarrer, pourquoi pas. Tu prends en fait finalement les choses tu prends le match en ton compte d'entrée de jeu avec un Gouiri qui est beaucoup plus technique, qui peut garder un peu plus le ballon et qui peut faire des passes clés à Dolberg. Pourquoi pas? Tu peux démarrer comme ça, hein. Ouais. Franchement. Tu démarres comme ça, t'es bien, et puis dans les 20-30 dernières minutes, tu fais rentrer Delors. Ouais. On- Moi, je on- pense Tu, que c'est le tu, meilleur schéma actuellement. Par contre, autre chose, on est d'accord que l'association Dolberg-Delors, qui a été quand même catastrophique depuis Ouais. le début de la saison, on a vu du mieux aussi. On peut peut-être, même si c'est pas forcément les deux profils les plus compatibles, je pense que de toute façon, Gouiri est incontournable sur la pointe de l'attaque, que ce soit par ses performances en tant que buteur, mais aussi sa capacité peut-être à redescendre, à construire le jeu dans son profil peut-être un peu plus à la Benzema, hein, au final, qui participe à la construction et l'associer à un buteur, un finisseur un peu plus brut comme Dolberg ou comme Delors, même si on sait que Delors avec Gaëtan Laborde était aussi assez altruiste et passeur, mais à Nice, on le voit un peu moins dans ce rôle-là. Enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas Bah, pour l'instant, moi, un de ce peu que je moins. vois, je t'interromps juste 30 Mhm. secondes, de ce que je vois en fait de cette doublette Dolberg-Delors, c'est que Delors joue un peu contre nature de ce qu'il Mhm. est comme joueur, et tu sens qu'il essaye de prendre le rôle d'un joueur qu'il n'est pas pour s'adapter à Dolberg. Et je pense que c'est à partir de là où il commence justement à perdre un peu de lucidité parce qu'il gamberge, il essaye de, enfin, c'est pas naturel sa façon de jouer, je trouve, autour de Dolberg. Non, c'est vrai. À mon sens. Donc je pense que c'est pour ça que Dolberg, lui, ça me bat le steak, il joue comme il joue lui d'habitude, il s'adapte pas à Delors. Mais voilà, je pense Un peu que différent peut-être là quand même au parc. Tu l'as vu multiplier les courses, tout ça, il est un peu oui, moins oui, campé dans la oui, il surface. a un peu, c'est vrai, il a un peu, je l'ai dit en plus tout à l'heure, il a décroché un peu plus, il s'est rendu plus dispo. Moi, je l'ai vu courir déjà, hein, ce qu'on avait Mais est-ce que, assez ouais, mais peu, est-ce que assez c'est peu pas vu ces dernières justement, semaines. ouais, mais est-ce que c'est justement parce qu'il a le régime adapté à son diabète qui lui permet justement d'avoir du coffre, d'avoir la tête libre et de pouvoir faire des courses? Parce qu'en fait, ben, on se rend compte, et moi le premier que je l'ai jugé, alors que le mec, il était physiquement en souffrance et que pour un sportif de haut niveau, quand le physique va pas, Mm. la tête va pas et tu peux pas être bon sur le terrain, quoi. Donc là, est-ce qu'hier, ce sont les prémices du Dolberg sous insuline qui va retrouver le niveau qui doit être le sien? J'espère. Mais pour Delors, moi, je pense qu'il joue un peu à contre-nature quand il est associé à Dolberg. Ok, bon, on est d'accord, je pense, Brice, tu me dis oui ou merde, hein, mais tu couches Oh, bah d'abord le merde. nom de. Merde, par défaut, ça va avec tout. Tu couches d'abord le nom de Guiri sur la feuille de match, et après tu réfléchis en fonction de l'adversaire ou de la forme du moment à si tu lui associes Delors ou Dolberg. Je pense, oui. Clairement, oui. Après, il y a peut-être des petits moments où Gouiri, c'est bien de le mettre aussi sur le banc et même en dehors du groupe de Bien temps en sûr, temps. après Mais on oui, aura, oui. su- on aura sûrement Evan Guessant aussi qui reviendra de blessure et Oui, qui va montrer Voilà, des donc choses. tu peux essayer Claude Maurice un peu plus haut aussi, tourner autour de l'attaquant, on sait jamais. Claude bien Maurice en sûr. 9,5, je pense que ça peut être Bah, aussi c'est ce quelque qu'il a chose fait, d'intéressant. c'est ce qu'il a fait la saison dernière. En fin de saison, Mm. c'est là où il était Mm. le meilleur, en tout cas. Voilà, avant qu'il se blesse. Des Mais solutions, il n'en manque pas, mais à court ouais. terme, si on doit se projeter, avant de terminer cette émission, sur le match face à Strasbourg, donc vous appelez de vos voeux une association Guiri-Dolberg, en tout cas au coup d'envoi, hein, avec une entrée forcément de Delors aussi en fonction de la physionomie Yes. du match. Sur les côtés, Justin Kluivert devrait conserver sa place si physiquement, enfin si voilà, son physique le lui permet, mais sur la logique sportive, je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il a marqué des points quand même sur les deux dernières sorties.
Bon, en défense, si Attal peut tenir sa place à la place de Jordan Lontomba, il n'y a pas trop de concurrence sur les autres postes. Ma dernière question sera donc, est-ce que vous, quel est le milieu que vous alignerez si vous étiez l'entraîneur de l'OGC Nice ce week-end parmi les 4 joueurs, 5 si tu comptes Hicham Boudaoui, qui peuvent tenir cette place? Stengs, Kluivert sur les ailes et Thuram, Lemina dans l'axe. Brice? Je mettrais Stengs et Kluivert sur les ailes pareil, et je mettrais Lemina et Boudaoui. D'accord, ok. C'est vrai qu'il serait temps un peu de le voir. Bon, on espère en tout cas que ce match nul, certes, mais quand même très intéressant dans le contenu et dans la discipline tactique, surtout, voilà, fait partie des prémices d'un futur un peu plus doré collectivement et sportivement pour l'OGC Nice. On n'est certes pas à plaindre avec cette 4e place à laquelle on est bien accroché malgré les points en moins, malgré les pénaltys ratés, malgré les têtes ratées, tout ça. Voilà, on a finalement beaucoup de regrets pour tout de même être accroché bien solidement dans le wagon des places européennes. Pour l'instant, ce n'est certes pas la Ligue des Champions, mais l'Europa League, c'est peut-être pas mal aussi. La saison est encore longue également. La saison qui va également commencer en Coupe de France, puisqu'il y a eu le tirage au sort. On n'en a pas parlé en ce début d'émission, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas encore notre adversaire. Ce sera soit Cholet, soit le club franciscain. Donc Cholet, ça sera un déplacement. Le club franciscain étant un club ultramarin, ça serait une réception en métropole. Donc bon, à voir si ça serait à l'Alliance Riviera ou non, mais en tout cas on attend un peu de définir les contours de cette affiche qui aura lieu le dimanche, je crois, le 19 décembre à 18h20, avant la dernière journée de la phase aller face à Lens le 22 décembre. Donc ça, c'est pour le programme de la fin de l'année civile et de la fin de la phase aller. On n'y est pas encore toutefois, parce qu'il y a vraiment ce rendez-vous très très important dimanche 17h face à Strasbourg. On espère, en tout cas on souhaite vraiment, et je pense qu'il est nécessaire que nous l'emportions pour repartir sur de bonnes bases. Et puis bon, il y a quand même 2 défaites de rang à la maison. Le public de l'Alliance Riviera mérite peut-être un peu mieux que ça. Et puis, bon, voilà, on aura le plaisir de vous retrouver à la fois dans cette émission dans les prochaines semaines, le mardi en général, sauf voilà, match en semaine comme cette semaine et comme face à Lens le 22 décembre, mais également dans les spaces que nous organisons sur notre compte Twitter à la mi-temps de chaque match. On essaie de vous faire participer, on essaie de vous faire un peu parler de votre avis, mais bon, en un quart d'heure, voilà, on essaie de faire passer un maximum de monde. Après, il y a des petits plaisantins qui s'amusent à ne pas activer leur micro comme hier et qui nous roquent de gros moments de solitude. Mais voilà, n'hésitez pas à venir parler de la rencontre en cours de l'OGC Nice avec nous à cette occasion si vous êtes sur Twitter. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans cette émission. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment qu'hier soir devant votre télé. Yes. Oh oui, quand même. Ah oui, toujours avec vous. C'est gentil, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. J'aurais dû couper mon micro comme dans le Space, merde. C'est ça. Merde. Je réfute ces accusations, voyons. Voilà, merci beaucoup de votre participation, merci à beaucoup de votre fidélité aussi, nos auditeurs, nos auditrices. On a apprécié vos partages de vos captures d'écran Spotify, faisant de nous votre podcast de l'année. Ça nous touche vraiment beaucoup. On vous retrouve de toute façon jusqu'à la fin de l'année et l'année prochaine. D'ici là, Issa Nissa.